externe, un support non volatile. Donc un fichier contient, lorsqu'il existe bien sûr, un certain nombre d'éléments qui sont tous de même type. Et supposons qu'on a par exemple ici créé, ce fichier existe, hein. Donc par exemple il a n éléments, donc ces éléments, si c'est un fichier d'entiers, tous les éléments c'est des entiers. Si c'est un fichier de réel, tous les éléments c'est des réels. Et plus généralement, si c'est un fichier d'enregistrement, tous les éléments c'est des enregistrements de même type, hein. Donc si vous pouvez enregistrer la séance, ça vous pouvez le faire, hein. Je ne sais pas si je pourrais... je suis en train d'enregistrer, mais je ne sais pas si je pourrais mettre sur l'Internet, hein, parce que ma connexion Internet vraiment n'est pas très fiable, hein. Donc si vous pouvez enregistrer, faites-le. Donc, et ensuite, on a toujours un élément courant. Donc l'élément courant, par exemple, ici, hein, l'élément courant, c'est l'élément, le premier élément. D'accord, c'est bon. Donc on a une tête, ce qu'on a appelé une tête de lecture-écriture, une tête de lecture-écriture logique, hein. Et cette tête de lecture-écriture pointe toujours, lorsque le fichier est en lecture, hein, vers l'élément qu'on va lire, hein. Et chaque fois qu'on lit un élément, la tête de lecture-écriture avance automatiquement vers le prochain. Donc maintenant, comment utiliser un fichier? Donc en algorithmique, hein, cours et TD, on va considérer uniquement les fichiers séquentiels. Donc en mémoire, donc un fichier, bien sûr, il a un nom physique. Le nom physique, c'est le nom qui existe sur votre ordinateur, hein. Donc c'est le nom que vous voyez lorsque vous ouvrez un répertoire, vous voyez des noms de fichiers, c'est ces noms-là. Maintenant, lorsqu'on va utiliser un fichier, on va utiliser ce qu'on appelle un nom logique. Un nom logique, c'est tout simplement une variable, hein. On va déclarer une variable. Maintenant, comment on déclare une variable? On donne un nom, donc après le var, hein, et on écrit le mot-clé ici, fichier, que je vais mettre en gras, en bold, hein. Donc, c'est un mot-clé, fichier 2, et ensuite les types de ces éléments-là qui sont le même type, hein. Donc, ce nom, c'est le nom logique, c'est le nom d'une variable, hein. C'est tout simplement une variable. Un exemple, donc par exemple, si on a un fichier, par exemple, étudiant, une chaîne de caractères, le nom, le prénom, c'est des chaînes de caractères. Ensuite, le matricule, c'est un entier, la moyenne, c'est un réel. Donc ça, c'est un élément. Et ensuite, on a déclaré ici, par exemple ici, 30 fichiers. Donc FENT, c'est un fichier d'entier. Donc tous les éléments, c'est des entiers. F réel, c'est un fichier de réel. Et F étude, c'est un fichier de étudiant. Donc c'est un fichier de cet enregistrement. Tous les éléments, c'est des enregistrements de ce type-là, du type étudiant. Donc ça, c'est la déclaration d'un fichier. Maintenant, lorsqu'on va utiliser un fichier, on va voir quelles sont les opérations qu'on doit faire. La première des choses, c'est l'assignation. Donc l'assignation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le lien entre le nom logique et le nom physique. La première des choses, hein, c'est de faire le lien entre le nom logique et le nom physique. Et ça, c'est l'opération assigner. Donc, assigner, on donne le nom logique et on donne le nom physique. Donc, le nom physique, bien sûr, c'est une chaîne de caractères, hein. C'est le nom qui existe sur l'ordinateur. On peut ajouter le répertoire, hein, mais généralement, on va utiliser uniquement le nom, directement le nom physique, hein. Donc, lorsque vous allez voir en C les fichiers, le nom physique, c'est la même chose, hein, c'est le nom qui existe sur l'ordinateur, mais vous pouvez ajouter le répertoire. Si vous n'ajoutez pas de répertoire, ça veut dire que le fichier, s'il existe, il doit exister sur le répertoire courant, là où s'exécute le programme. Donc ça, c'est assigné, qui fait le lien entre le nom physique et le nom logique, hein. Donc ici, par exemple, on a F étude, c'est un fichier de étudiant. Étudiant, c'est le type étudiant. Et après le début du programme, après le début, on va faire assigner. On donne le nom logique qui est F étude, c'est le fichier de étudiant. Et ensuite, le nom physique ici, c'est bien sûr une chaîne de caractères.
Donc, on l'a appelé, par exemple, f-étudiant.date. Donc, c'est le nom du fichier qui existe, s'il existe là, sur l'ordinateur. Donc, la première des choses, maintenant, lorsqu'on a un fichier en algorithmique, on peut ouvrir un fichier soit en lecture, soit en écriture. On ne peut pas ouvrir un fichier en lecture en même temps en écriture. Soit en lecture si le fichier existe, soit en écriture lorsqu'on veut créer le fichier ou bien on veut écraser le fichier. Point date, ça veut dire c'est données, hein, c'est tout. Hein. Donc ça, c'est l'extension. Généralement, point date veut dire données. C'est une donnée sous forme binaire, hein, c'est ça généralement, ça veut dire. Donc l'extension, on peut mettre l'extension comme on peut ne pas mettre l'extension. Hein. Donc ça veut dire comme data, si vous voulez, hein, c'est ça. Donc c'est données. Donc après avoir fait l'assignation, donc si le fichier existe, on va l'ouvrir en lecture. Pour l'ouvrir en lecture, on donne l'instruction relire et on donne le nom logique. Donc après l'assignation, on ne va plus utiliser le nom physique, car le nom physique, on l'utilise uniquement dans l'assignation. Après ça, on va utiliser uniquement le nom logique, c'est-à-dire le nom du fichier, le nom de la variable. Donc pour ouvrir le fichier en lecture, on fait relire, et relire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre la tête de lecture-écriture qui correspond au nom logique. Donc, pour chaque nom logique du fichier, il y a une tête de lecture-écriture logique, bien sûr. Elle va se positionner sur le premier élément. Et on va lire au début le premier élément. Donc, bien sûr, le fichier doit d'abord exister avant de faire une ouverture en lecture. Sinon, il y a une erreur, bien sûr. Hein. Le fichier doit exister. Deuxième opération, c'est lorsqu'on veut créer un fichier ou bien on veut écraser un fichier. Donc ça, c'est l'ouverture en écriture. Donc l'ouverture en écriture, on écrit réécrire et le nom logique du fichier. Lorsqu'on a terminé, et ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre la tête de lecture-écriture sur le premier élément du fichier, là où on va écrire le premier élément. Et on va écrire, lorsqu'on fait un écrire, ça va écrire dans cette position. Ensuite, lorsqu'on a terminé la manipulation d'un fichier, on va faire la fermeture. Il faut toujours fermer un fichier. Après fermeture, bien sûr, on ne peut plus utiliser ce fichier. Maintenant, la lecture. Comment lire un fichier? Donc, lecture d'un fichier, donc la lecture consiste à lire l'élément courant. Donc, on lit toujours l'élément courant, c'est-à-dire l'élément qui est pointé par la tête de lecture-écriture. Donc, l'élément courant est l'élément où la tête de lecture-écriture est positionnée. Donc, après lecture de l'élément courant, la tête de lecture-écriture avance automatiquement vers l'élément suivant, de manière séquentielle, donc le prochain élément. Donc, l'opération, c'est lire, et on donne le nom logique, c'est le nom de la variable, et on va donner ici une variable qui est bien sûr le même type que les éléments du fichier. Si c'est un fichier d'entier, bien sûr, cette variable-là va être une variable de type entier. Si c'est un fichier de réel, cette variable doit être de type réel. Si c'est un fichier d'enregistrement, cette variable doit être le même type que l'enregistrement des éléments du fichier. Et lire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'élément courant, elle va le mettre dans la variable, cette variable, et la tête de lecture-écriture va avancer d'une position vers le prochain élément. Donc, c'est ce que fait lire. Maintenant, écrire, l'écriture, bien sûr, c'est on veut écrire sur le fichier maintenant, on veut faire le contraire. Hein. Donc, l'écriture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consiste à écrire. Donc, maintenant, on va mettre une donnée dans la variable hein, et on va écrire, bien sûr, sur disque. Donc, l'opération, c'est écrire, on donne le nom logique et on donne une variable ici qui est, bien sûr, le même type que les éléments du fichier. Si c'est un fichier d'entier, ça va être une variable de type entier. Si c'est un fichier de réel, ça va être une variable de type réel. Si c'est un fichier d'enregistrement, ça va être une variable du type d'enregistrement des éléments du fichier. Donc, on va mettre des valeurs, bien sûr, dans cette variable. Et ensuite, écrire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ces valeurs, elle va les écrire sur le disque, dans le fichier qui correspond à ce nom logique, et la tête de lecture-écriture va avancer de manière automatique vers le prochaine position. Donc, c'est ce que fait écrire. Maintenant, écrire, si le fichier n'existe pas, bien sûr, il va être créé. Si le fichier existe,
on va perdre le fichier. Donc, on va écraser le fichier. Maintenant, lorsqu'on fait une lecture, bien sûr, on va lire le fichier existe, hein, mais bien sûr, on doit déterminer quand est-ce on est arrivé à la fin. Donc, pour cela, il y a une opération fin de fichier. Donc, cette opération, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, cette opération, c'est FDF, on donne le nom logique. Et tant qu'on n'a pas lu le dernier élément du fichier, FDF retourne faux. Donc, FDF, quand est-ce qu'elle doit retourner vrai? C'est lorsque, après avoir lu le dernier élément du fichier. Donc, ça nous permet de déterminer qu'on a lu tous les éléments du fichier. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va écrire les algorithmes, on va écrire dans un moment les algorithmes. Hein. Donc, on va assigner. Première des choses, on va déclarer une variable de type fichier, supposons que je l'ai déclaré, hein, F. Ensuite, on donne le nom physique, hein, le nom physique ici. On fait l'assignation. Donc, nom physique. Hein. Ensuite, lorsqu'on veut lire le fichier, bien sûr, à FDF, donc on l'utilise, bien sûr, lorsqu'on lit le fichier, lorsqu'on veut lire le fichier, un fichier qui existe. Donc, première des choses, on va faire un relire. Donc, on ouvre le fichier en lecture et toujours avant de lire un fichier, il faut vérifier qu'on n'a pas atteint la fin du fichier. Donc, on va écrire comme ça. Tant que FDF de F est égal à faux, ou bien tout simplement, tant que non FDF de F. Donc, tant que non FDF de F égale à vrai, c'est-à-dire que, donc ça c'est comme si j'avais écrit tant que non FDF de F égale à vrai, c'est-à-dire que FDF, bon, il me manque le F ici, hein. J'ai oublié le F. Tant que FDF de F, c'est-à-dire est égal à faux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une lecture. On va lire F, et ici, bien sûr, on va donner une variable là, qu'on doit déclarer qui a le même type que les éléments du fichier. Et ici, bien sûr, on va faire le traitement. Ça dépend qu'est-ce qu'on va faire avec le fichier. Et ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est la fin dans notre boucle. Et à la fin, bien sûr, on va fermer le fichier. Donc, on va toujours faire quelque chose qui ressemble à ça lorsqu'on va lire le fichier. Assignation. Relire, on ouvre le fichier en lecture, on teste est-ce qu'on a atteint la fin du fichier, on n'a pas atteint la fin du fichier, on lit l'élément courant, la tête de lecture-écriture avance de manière automatique, on fait le traitement et on revient. Tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier, on va lire tous les éléments du fichier et à la fin, bien sûr, lorsqu'on sort du temps que, on va fermer le fichier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, c'est juste la dernière chose qu'on n'a pas fait en fait, type de fichier. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait pour les tableaux. Hein. Donc on a dit pour le type tableau, on peut ajouter un type. Hein. C'est surtout lorsqu'on aura des actions paramétrées. Hein. Donc la même chose pour le fichier. Donc par exemple, ici, j'ai le type étudiant. Donc je vais descendre un petit peu. Et je veux, attendez, donc, j'ai le type étudiant, enregistrement, et ensuite, au lieu d'écrire F étude, c'est un fichier de étudiant. Ici, j'ai défini le type fiche étudiant égal. Donc, chaque fois qu'on écrit un type, on écrit égal, là, c'est pas deux points. Deux points, c'est lorsqu'on déclare une variable. Égal, fichier de étudiant. Et ici, j'ai la variable logique F étude. Au lieu d'écrire fichier de étudiant, qu'est-ce que j'écris? Deux points, fiche étudiant. Donc, on va utiliser surtout ça lorsqu'on aura des actions paramétrées. On ne veut pas écrire fichier de quelque chose lorsqu'on va écrire des procédures ou bien des fonctions. Donc, c'est le dernier paragraphe pour les fichiers. Bien sûr, il reste les applications. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a beaucoup d'applications. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer par la première application. Première application qui est très simple. Hein. On veut créer un fichier. Donc, un fichier qui n'existe pas. Donc, on a étudiant, c'est un fichier d'enregistrement, où l'enregistrement contient matricule, nom, prénom, une chaîne de 20 caractères, une moyenne qui est un réel. Et l'utilisateur nous donne un n qui est supérieur ou égal à 1. On veut au moins un élément dans le fichier et on veut écrire un algorithme qui va créer ce fichier-là. Donc, je vais l'appeler, par exemple, créer fichier étudiant. Donc, je vais déclarer le type, hein, donc je vais recopier ça.
première des choses, c'est le type. Je vais descendre un petit peu ici. Donc, on va déclarer le type. Donc, type étudiant, je vais... ensuite, on va déclarer nos variables. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a comme variable? Donc, bien sûr, on a le fichier. Donc, F, je vais l'appeler F étude. Hein. F étude. Donc, c'est un fichier étudiant. Donc, j'aurais pu écrire le type à type, comme tout à l'heure, fichier de étudiant. Et ici, au lieu d'écrire fichier de étudiant, le type que je vais déclarer ici. Bon, c'est pas grave. On n'a pas d'action paramétrée ici. Donc, j'ai déclaré le fichier. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de n. L'utilisateur nous donne n. Donc, n, c'est le nombre d'enregistrements, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qu'on va créer au début dans ce fichier. J'ai besoin d'un i parce qu'on aura une boucle là. Et ça, c'est des entiers. Et j'ai besoin, bien sûr, d'une variable de type étudiant, parce que lorsqu'on écrit, on écrit une variable donc de type étudiant. F étude, mais j'ai égal, j'ai 2 points. On écrit égal lorsqu'on déclare le type. Ici, j'ai une variable. Lorsqu'on a une variable, on écrit 2 points. On écrit égal à, c'est ici, on écrit égal lorsqu'on déclare un type. Ici, j'ai déclaré un type. Hein. Lorsqu'on déclare une variable, on écrit 2 points. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, au lieu, j'aurais pu écrire comme ça. Hein. Je vais recopier ça pour ne pas le réécrire. Hein. Au lieu d'écrire, de déclarer F étude, hein, ou bien je vais utiliser F hein, pour ne pas... F, c'est un fichier d'étudiant, donc j'aurais pu écrire ça. Déclarer fichier étudiant, c'est un fichier d'étudiant, et ici, au lieu d'écrire F, c'est un fichier d'étudiant, qu'est-ce que je vais écrire hein? Qu'est-ce que je vais écrire? Fichier étudiant. Oui, j'écris tout simplement, oui, parce que j'ai un nouveau type que j'ai appelé fichier étudiant. Donc, on écrit égal lorsqu'on a le type, lorsqu'on a une variable, on écrit 2 points. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui, donc, on écrit égal lorsqu'on a le type. On utilise, on va déclarer le type surtout lorsqu'on a des actions paramétrées. Mais bien sûr, on peut le faire ici. Hein. Fichier, j'aurais pu l'appeler fichier, et au lieu de fichier étudiant, fiche type. Hein. Peut-être c'est mieux. Hein. Fiche type étudiant. Pour comprendre que c'est le type ici. Hein. Donc, on peut faire ça aussi. Et donc, première des choses, on va bien sûr, l'utilisateur va nous donner un n au début. Donc, répéter, donner n supérieur ou égal à 1. Donc, je ne vais pas écrire ça, je vais directement écrire lire n hein, pour gagner un peu de temps. Et bien sûr, on veut au moins un étudiant, jusqu'à avoir un n qui est supérieur ou égal à 1. Donc, ça sera le nombre d'étudiants que l'utilisateur va mettre dans le fichier initialement. Bien sûr, on peut ajouter par la suite, on verra dans un moment comment ajouter dans un fichier qui existe. Donc, la première des choses, c'est assigner. Donc, on va assigner. Donc, on donne le nom logique, c'est F, je l'ai appelé le fichier F, hein, et ici, on va donner le nom physique. Donc, c'est le nom qui va exister sur votre ordinateur. Donc, je vais l'appeler, par exemple, là, fichier étudiant, hein, fichier étudiant.date, par exemple. Hein, fichier étudiant.date. Donc, .date, c'est pour donner. Hein. Donc, première des choses, l'assignation. Ensuite, je vais l'ouvrir en écriture parce que je veux créer le fichier. L'opération, c'est, pour l'ouvrir en écriture, c'est réécrire. Réécrire, oui, exactement. C'est réécrire. Donc, réécrire le nom physique. Et ici, ensuite, on va boucler sur le nombre d'étudiants. Donc, c'est une boucle pour i de 1 à n. Et chaque fois, on va lire, attendez, faire, hein, et on va demander à l'utilisateur de nous donner un matricule, un nom, un prénom et une moyenne. Et on va lire bien sûr ça dans la variable ETD. Donc je vais écrire ici
E avec E minuscule. Donc, je peux utiliser le avec. Hein. Donc, avec ETD, faire. Donc, en principe, je devrais écrire données, matricule, nom, prénom et moyenne. Bon, je ne vais pas écrire, je vais directement faire le lire. Et ici, on va faire le lire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a matricule, le nom, le prénom et la moyenne. Donc, bien sûr, si je n'avais pas utilisé le avec, je devrais écrire lire etd.matricule, etd.nom, etd.prénom, etd.moyenne. Mais c'est plus simple avec la structure avec. Dans ce cas, je n'ai pas à réécrire chaque fois etd. Et une fois qu'on a la variable etd, bien sûr, on va l'écrire dans le fichier. Donc, écrire le fichier f et la variable etd. Et on va boucler ainsi de i de 1 jusqu'à n, on va écrire les n éléments. Une fois que on a écrit tous les éléments, bien sûr, on va fermer le fichier. Et c'est terminé. Et c'est la fin de mon algorithme. Donc, cette création des fichiers, c'est quelque chose de très simple. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, on suppose que le fichier n'existe pas, mais bien sûr, si le fichier existe, bien sûr, on va l'écraser. On va perdre le contenu initial. On va voir s'il n'y a pas de questions. On va faire maintenant la consultation, c'est-à-dire la lecture. Donc, au lieu de créer un fichier, on va lire le fichier. Donc, je vais recopier certaines choses. Hein. Je ne veux pas réécrire tout ça. Donc, deuxième application, c'est consultation des fichiers. Donc, on suppose bien sûr que le fichier existe. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lire le fichier et l'afficher sur écran. Afficher les éléments du fichier. Donc, bien sûr, il y a des choses à modifier. Donc, l'enregistrement, c'est la même chose. Donc, au lieu de créer un fichier, je vais écrire lire fichier étudiant. Je suppose que c'est le même fichier, le même élément. Donc, j'ai la même chose ici. Donc, je n'aurai pas besoin de N et I, hein, bien sûr, parce que le fichier existe. Hein. On ne va pas boucler ici. Donc, j'ai besoin de F, c'est le fichier étudiant. J'ai besoin de ETD. Bien sûr, on ne va pas lire, il n'y a pas de N ici. Hein. Le fichier existe. On l'a créé. On suppose qu'on a déjà créé le fichier. Donc, la première des choses, c'est bien sûr l'assignation. Donc, on va commencer par l'assignation. Bon, ici, bien sûr, il n'y a pas de pour I de 1N. On va voir qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc, ensuite, on va ouvrir le fichier en lecture. Pour ouvrir le fichier en lecture, qu'est-ce qu'on écrit? Relire. Relire, oui, exactement. Donc, c'est relire F. Donc, on ouvre le fichier en lecture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On veut s'assurer qu'on... Oui, c'est un tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier. Donc, ça sera tant que non... On peut écrire comme ça. Non FDF F. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire l'élément courant du fichier. Donc, je vais écrire lire F dans la variable ETD. Et ensuite, on va, bien sûr, au lieu de lire, on va écrire sur écran. Donc, je peux utiliser le avec, ou bien, si je n'utilise pas le avec, je vais écrire etd.matricule, etd. Et là, bien sûr, on va écrire sur écran ici. Hein, on va afficher sur écran. Et bien sûr, et c'est terminé, s'il n'y a pas d'écrire. Donc, tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier, tant qu'on n'a pas atteint le dernier élément, tant qu'on n'a pas lu le dernier élément, on va lire l'élément courant. Lire, elle met dans ETD l'élément courant, elle avance d'une position de manière automatique, on l'affiche sur l'écran. Donc ici, c'est affiché sur l'écran, si je mets comme commentaire. Et ensuite, on va revenir. Est-ce qu'on a lu le dernier élément? On n'a pas lu le dernier élément. On lit l'élément courant. La tête de lecture-écriture avance d'une position. On affiche sur l'écran et on va encore tester est-ce qu'on a atteint le dernier élément. On n'a pas encore atteint le dernier élément. On lit l'élément courant. La tête de lecture-écriture avance. On affiche l'élément qu'on a lu.
et on va voir est-ce que c'est le dernier élément. Si c'est le dernier élément, bien sûr, cette condition devient fausse. Hein. FDF de F devient vrai, donc non FDF de F devient faux. On sort du tant que et on va fermer le fichier. Donc, lecture d'un fichier, c'est quelque chose de très simple aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que ça va? Donc, s'il n'y a pas de questions, on veut écrire une troisième application. On veut recopier un fichier dans un autre fichier. Donc, on a un fichier et on veut un fichier d'étudiant et on veut recopier ce fichier-là dans un autre fichier. Donc, je vais recopier ici des choses. On veut créer une copie du même fichier. Donc, je vais recopier ça. Donc ici, bien sûr, on aura deux fichiers. On a un fichier qui existe, hein. Donc ici, et on veut créer un autre fichier qui est le même que celui qui existe. Donc ici, je vais l'appeler copier fichier dans un autre fichier. Copier fichier étudiant. Donc on a le type étudiant, on a le fiche type étudiant. Ici, on a, je vais l'appeler F1. Donc c'est le fichier F1 qui existe et on veut créer le fichier F2. Donc première des choses, bien sûr, on a le fichier F, c'est fichier étudiant, je vais l'appeler fichier étudiant et bien sûr, je vais faire une assignation pour le deuxième fichier. Donc je vais l'appeler, donc ça c'est F1, bien sûr, il me manque le F1 ici. Et pour le deuxième fichier, F2, je vais l'appeler fichier copie. Par exemple, fichier copie étudiant .date. Donc, on va ouvrir le premier fichier en lecture avec relire. Et bien sûr, on va ouvrir le fichier F2 en écriture avec réécrire. Donc, réécrire F2. On va boucler sur le fichier F1 tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier F1. Et ici, bien sûr, on ne veut pas afficher sur l'écran. On veut recopier les éléments. On veut recopier les éléments dans le fichier F2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire dans ETD à partir du fichier F1. Et bien sûr, il suffit de... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ici maintenant? Écrire F2 étudiant. Exactement. Écrire F2, la variable ETD. Et lorsqu'on sort de ce temps que, lorsqu'on a lu le dernier élément de F1, on l'a écrit dans F2, on va fermer les deux fichiers, tout simplement. Et c'est terminé. Et ainsi, on a recopié le fichier F1 dans le fichier F2 et on a créé dans le disque ce fichier-là. Fichier copie étudiant qui va contenir exactement les mêmes éléments que le fichier initial, fichier étudiant .date. Donc, on a créé une copie d'un fichier dans un autre fichier. Donc, on utilise FDF à cette opération uniquement lorsqu'on lit un fichier. Ne jamais utiliser FDF pour l'écriture, lorsque vous écrivez dans un fichier. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, ils font ce genre d'erreur. Ils utilisent FDF lorsqu'on écrit dans un fichier. FDF, c'est lorsque le fichier existe. C'est lorsqu'on lit un fichier. Donc, il faut que ça soit clair. Hein. Donc, ça, c'est la lecture. Je n'ai pas compris la dernière chose. La dernière, ici, on a un fichier F1 qui s'appelle, on a un fichier dont le nom physique c'est fichier étudiant.date et on veut créer un autre fichier qui est une copie de ce fichier-là. Donc, on veut créer un deuxième fichier. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir deux variables logiques, F1 et F2, qui sont tous les deux de type fichier de étudiant. Donc, F1 existe, hein, fichier étudiant.date, il existe. Donc, première des choses, c'est bien sûr l'assignation. Donc, on va assigner à F1 le nom physique qui est fichier étudiant.date et on va assigner à F2 le fichier qu'on va créer et qu'on va appeler fichier copie étudiant.date. Donc, F1 existe, hein, on va lire de F1
et chaque fois, on va lire élément par élément et on va le recopier dans le fichier F2. Donc, ça veut dire F1, on va l'ouvrir en lecture et F2, on veut le créer. F2 n'existe pas au début. On veut le créer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'ouvrir en F2 n'existe pas. Fichier copie étudiant n'existe pas. Donc, on va l'ouvrir en quoi? En lecture? On écrit. On va l'ouvrir En écriture. en écriture, bien sûr. Oui, on veut le créer. Donc, on veut écrire dans le fichier. Donc, on veut l'ouvrir en écriture. Il n'existe pas le fichier copie étudiant. Donc, on va l'ouvrir avec réécrire F2. Et ensuite, on veut recopier F1. Il existe. Donc, tant qu'on va lire élément par élément de F1, donc lorsqu'on fait relire de F1, la tête de lecture-écriture se positionne sur le premier élément de F1. Donc, tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier de F1, tant qu'on n'a pas lu le dernier élément, on va lire l'élément de courant de F1. Donc, et ça, c'est l'opération lire F1 dans la variable ETD. La tête de lecture-écriture va avancer de manière automatique, hein, c'est ce qu'on a dit dans F1. La tête de lecture-écriture qui correspond au fichier F1. Elle va avancer vers le prochain. Ensuite, on va écrire cet élément dans le fichier F2. Quelle est l'opération qui fait ça? C'est écrire F2 ETD. Et ensuite, on va passer au prochain. Est-ce qu'on a atteint la fin du fichier? Est-ce que l'élément qu'on a lu, c'est le dernier? Non. On va lire le prochain, parce que la tête de lecture-écriture est avancée. Elle se positionne vers le deuxième élément. On va lire le deuxième élément. On va l'écrire dans le fichier F2. La tête de lecture-écriture, après la lecture du premier élément, avance vers le troisième. On revient ici. Est-ce que le deuxième, c'est le dernier? Supposons qu'il y a plus que deux éléments. Non. On va lire le troisième. La tête de lecture-écriture qui correspond à F1 avance vers le quatrième. On a lu le troisième. On va l'écrire dans le fichier F2. La tête de lecture-écriture, on a dit, elle avance vers le quatrième. On revient. Est-ce que le troisième, c'est le dernier? Supposons qu'il y a plus que trois. Non, on va lire le quatrième élément, on va l'écrire dans le fichier F2. La tête de lecture-écriture va avancer vers le prochain. Supposons qu'il y a 5 éléments, donc la tête de lecture-écriture avance vers le cinquième. Est-ce qu'on a lu le dernier? Non, parce qu'il y a 5 éléments, on a lu le quatrième. Donc la tête de lecture-écriture, elle est positionnée vers le cinquième. On va lire le cinquième, on va l'écrire dans le fichier F2. On revient ici. Est-ce que c'est le dernier élément? Oui. Supposons qu'il y a 5 éléments. Donc, cette condition FDF de F1 devient vraie. Donc, non FDF de F1 devient faux. Donc, cette condition est fausse. On sort du tant que et on va fermer les deux fichiers. Et on a écrit dans le fichier F2 les 5 éléments du fichier F1 qui correspond au fichier étudiant. Et le fichier copie étudiant.dat sera créé sur disque. Est-ce que c'est correct, hein? Celui qui... Monsieur. Attendez juste, votre camarade, qu'est-ce qu'il a écrit? Écrit F2 ETD, l'élément 1. Oui, exactement. On va écrire, lorsqu'on écrit écrire F2 et ETD, écrire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le contenu qu'il y a dans ETD et elle va l'écrire dans F2, tout simplement. Et le contenu de ETD, c'est justement ce qu'on vient de lire de F1. C'est comme tout à l'heure, hein, sauf que c'est comme lorsqu'on a créé le fichier. Hein, sauf que ici, ETD, on ne va pas le lire à partir du clavier, on le lit à partir d'un autre fichier, c'est tout. Hein, mais c'est exactement la même chose. Hein. On ne lit pas à partir du clavier, mais on lit à partir d'un autre fichier. Est-ce que c'est correct? Bon, la demoiselle qui voulait parler, hein, qu'est-ce que... Donc le deuxième fichier va avoir la même taille avec le premier fichier. Oui, exactement, oui, c'est la même taille, exactement. C'est une copie, hein, c'est la même taille, bien sûr. C'est exactement, c'est une copie, c'est exactement la même taille, bien sûr. Hein. Donc ici, on crée le fichier copie étudiant, non pas à partir des éléments que l'utilisateur nous donne du clavier, mais à partir d'un autre fichier. Mais sinon, c'est presque la même chose que la première application. Hein. C'est presque la même chose. Hein. Bon, on a vu comment lire à partir du clavier. Le clavier, c'est le premier exemple. Hein. Comment lire du clavier, c'est bien sûr, c'est lire. Hein. C'est ça, c'est le premier exemple. Hein.
Non, pas ça. C'est le premier exemple, hein, c'est ça. Si on lit du clavier ici, hein, avec ETD, faire, lire, matricule, ça, on lit à partir du clavier ici, bien sûr. Hein. C'est ce que donne l'utilisateur. On a vu ça. C'est lire. Hein, lorsque vous faites lire et vous ne donnez pas le nom du fichier, le nom d'un fichier, bien sûr, on lit à partir du clavier. Hein. Si vous donnez le nom du fichier, vous lisez à partir d'un fichier. Donc, c'est ça la différence. Lorsqu'on écrit lire, hein, on lit à partir du clavier. Donc, ça, c'est la troisième application. On veut recopier un fichier. On va faire une quatrième application. On veut rechercher un élément dans un fichier. Donc, l'utilisateur il nous donne un matricule. Donc, bien sûr, on suppose que le fichier existe. Hein, et on va rechercher l'étudiant qui a ce matricule dans le fichier étudiant. Si le matricule existe, on va l'afficher, c'est-à-dire on va afficher le nom, le prénom et la moyenne. Si le matricule n'existe pas, on va dire qu'il n'y a pas d'étudiant de ce matricule dans ce fichier. Donc, donc ça veut dire que c'est une lecture, hein, c'est comme une lecture. Bien sûr, on va lire, mais bien sûr, on va faire une recherche ici. Hein. Donc, je vais recopier, lire, je vais recopier ça. Donc, bien sûr, l'utilisateur va nous donner un matricule, on va lire ça à partir du clavier. Donc, je viens de recopier. Donc, je vais l'appeler recherche, c'est pas lecture, bien sûr, c'est recherche matricule fichier. Donc, recherche étudiant, tout simplement. Hein, recherche étudiant. À partir de matricule, lorsqu'on dit étudiant. Donc, le type étudiant, comme tout à l'heure, le fichier. Donc, on a besoin de F, c'est un fichier étudiant. On a besoin de ETD parce qu'on va lire. Et bien sûr, on a besoin d'un matricule. Donc, le matricule, c'est ce qui est donné. Donc, le matricule, c'est un entier. Je l'ai déclaré comme un entier. Donc, première des choses, on va assigner, toujours commencer par l'assignation. Donc, on va assigner F à fichier étudiant.date qu'on suppose qu'il existe. Ensuite, on va faire un relire. Hein. Donc, ici, l'ordre n'est pas vraiment important. J'aurais pu ici demander à l'utilisateur de me donner, on va demander à l'utilisateur écrire, donner un matricule. Hein. Donner un matricule. Donner un matricule à rechercher. On veut rechercher ce matricule et on va lire la variable math. Et on va chercher est-ce qu'il y a un étudiant de ce matricule dans ce fichier. Et ensuite, on va ouvrir le fichier en lecture. Donc, j'aurai besoin, je vais faire une recherche d'une manière simple, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Pour. Donc, Non, c'est pas un pour. Lorsqu'on fait une recherche, tant que avec utilisation. booléen. Booléen, bien sûr, un booléen. Mais je ne vais pas utiliser un pour parce que on va chercher le matricule. Dès que on va lire l'élément qui est le matricule, on veut s'arrêter. Donc, ça ne sera pas une boucle pour. Donc, ça sera bien sûr un tant que avec utilisation d'un booléen. Donc, j'aurai besoin d'un On booléen. peut faire direct en comparant tant que matricule différent de... Oui, on peut le faire, hein, mais il vaut mieux utiliser un booléen. Hein. On va l'appeler trouve. Hein. Trouve, c'est bien existe, hein, si vous voulez, c'est la même chose. Il faudra faux. On va l'appeler booléen. Donc, bien sûr, on va mettre le booléen à faux. Et dès qu'on trouve l'élément, on va mettre le booléen à vrai. Donc, au début, on va supposer que l'élément n'existe pas. Ensuite, bien sûr, tant que non FDF de F, tant qu'on n'a pas lu le dernier élément et tant que le booléen... Oui, donc je peux écrire ici et trouve est égal à faux ou bien tout simplement non trouve. Oui, c'est exactement la même chose. Hein. Il ne faut pas que je tombe sur le nombre de parenthèses. Et non trouve, on va lire l'élément. Donc ici, et bien sûr, on ne veut pas afficher sur l'écran ici. Hein.
Donc, on a lu l'élément, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer si ETD.mat. mat est égal à mat, hein, si on a trouvé l'élément, alors qu'est-ce que je vais faire? Hein? Trouve Oui, ça vrai. on va mettre le booléen vrai pour arrêter la recherche. Sinon, on va passer au prochain, et bien sûr, et cela se fait de manière automatique. Donc, parce que la tête de lecture-écriture, après chaque lire, elle va avancer vers le prochain. Donc, si on a trouvé le matricule, on va mettre le booléen vrai, on revient en tant que cette condition, bien sûr, true n'est plus égale à faux, donc non true devient égal à faux, hein, parce que true maintenant est vrai, donc le contraire devient faux, et toute la condition est fausse, et bien sûr, on va sortir du tant que. Si l'élément n'existe pas, cette condition sera toujours fausse. Ça sera l'élément, il n'y a pas de matricule qui est égal à un matricule dans le fichier. Donc on va boucler ici de manière jusqu'à lire le dernier élément, et bien sûr on va sortir avec true est égal à faux. Donc lorsqu'on sort du temps que, on ferme le fichier, ne jamais oublier de fermer le fichier, et bien sûr ici on veut afficher l'étudiant s'il existe. Donc et qui est-ce qui nous dit est-ce qu'il existe ou non? C'est bien sûr le booléen. Donc si true est égal à faux, je vais commencer par le premier cas, parce que c'est possible que l'étudiant n'existe pas. Donc je vais écrire, il n'y a pas d'étudiant, qui a ce matricule. Il n'y a pas. Ou bien erreur matricule. Oui, ou bien erreur matricule. Il n'y a pas d'étudiant. Bon, j'aurais dû écrire ça. De matricule. Et le matricule, c'est mat. Sinon, bien sûr, on veut afficher le nom, le prénom. Donc, je peux utiliser le avec, si vous voulez. Hein. Avec ETD-FR. Oui, avec ETD. Et ETD, maintenant, avec ETD, pourquoi j'ai dit ça? Avec ETD. ETD contient tous les champs. Tous les champs. Oui, on va écrire. Donc ici, je vais écrire. Non, prénom, maths. Oui, étudiant. Oh, vous avez compris. Donc je vais écrire comme ça, étudiant. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait le matricule. Je pense que c'était matricule. Hein. Matricule. Nom. Prénom. Il y avait aussi la moyenne, je pense. Hein. C'est terminé. C'est la fin de mon algorithme. Donc c'est comme ça que on fait une recherche dans un fichier. C'est à peu près la même chose hein, que dans un tableau, sauf que bien sûr, comment on s'arrête pour faire une recherche dans un fichier, c'est le nom FDF. C'est le nom FDF qui nous dit ça. Et il n'y a pas d'indice ici, bien sûr. Après chaque lecture, la tête de lecture-écriture avance de manière automatique. Donc, il n'y a pas de sinon ici, il n'y a pas d'incrémentation à faire. Hein. Donc, après chaque lecture, la tête de lecture-écriture avance vers le prochain. Et soit, dès qu'on trouve l'élément, on va mettre le booléen à vrai ici, hein, soit que cette condition est toujours fausse, et dans ce cas, bien sûr, on va sortir avec le booléen égal à faux après avoir lu le dernier élément. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, on va voir maintenant la mise à jour. Donc, on a dit, s'il n'y a pas de questions, je suppose que pour l'instant tout est clair. Hein. On va voir la mise à jour. La mise à jour d'un fichier, ça veut dire modifier un fichier. On a dit que les fichiers qu'on voit en algorithmique, en cours et en TD, on ne peut pas lire et écrire dans un fichier. Donc, on ne peut pas le modifier directement un fichier. Donc, mise à jour, c'est modifier un fichier, c'est-à-dire soit ajouter un fichier, on va ajouter des enregistrements, des éléments, soit on va supprimer, soit on va modifier des éléments qui existent, soit une combinaison des trois, bien sûr. Hein.
ou bien combinaison de deux. Hein. Donc, soit ajouter, soit supprimer, soit modifier directement un élément des champs d'un élément qui existe. Hein. Donc, on va commencer par ajouter un fichier. Donc, lorsqu'on ajoute, bien sûr, on va ajouter toujours à la fin. Donc, l'utilisateur, supposons on a un fichier d'étudiant. Donc, on a un fichier d'étudiant et l'utilisateur donne, par exemple, au début, on a créé un élément, par exemple, 1 égale à 5 ou 6, hein, et plus tard, l'utilisateur s'aperçoit qu'il a oublié d'ajouter un étudiant à ce fichier. Donc, le fichier existe et on veut ajouter un autre étudiant. Donc, l'utilisateur il va donner un nom, un prénom, un matricule et un moyen d'un étudiant. Et là, le nouveau algorithme qu'on va écrire, hein, il va ajouter un enregistrement à cet étudiant à la fin du fichier. On ajoute toujours à la fin du fichier. Donc, en algorithmique, on ne peut pas ajouter directement au contenu d'un fichier. Hein. Vous allez voir qu'en C, on peut faire ça. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? On va utiliser un fichier intermédiaire, un fichier temporaire. On va faire l'assignation des deux fichiers. On va ouvrir le fichier initial en lecture et le fichier temporaire en écriture. Hein. On va recopier, comme tout à l'heure, c'est comme on a recopié un fichier dans un deuxième fichier. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va fermer le premier fichier qu'on a ouvert en lecture, mais le deuxième fichier, justement, on ne va pas le fermer. On va ajouter, on va faire un écrire hein, dans le deuxième fichier, dans le fichier temporaire. On va fermer le fichier temporaire et maintenant, ça veut dire on a ajouté l'élément dans le fichier temporaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Hein? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à recopier le fichier temporaire dans le fichier initial, c'est-à-dire on va ouvrir le fichier temporaire en lecture hein, et on va ouvrir le fichier initial en écriture et on va écrire dans le fichier initial. Et qu'est-ce qu'on a dit hein? Lorsqu'on va écrire dans un fichier qui existe, on va écraser les éléments. On va écraser ce fichier et bien sûr, et ça permet de recopier le fichier temporaire au fichier initial. Et à la fin, bien sûr, on va fermer les deux fichiers. Donc, chaque fois qu'on veut faire la mise à jour, on aura besoin d'un fichier temporaire. Donc, je vais recopier tout à l'heure ce qu'on a fait, recopier un fichier dans un autre fichier. Donc, parce qu'on va faire à peu près la même chose. Hein. Donc, fichier copie, sauf que ce n'est pas un copie, c'est un fichier temporaire. Hein. Je vais recopier ça. Donc, je vais recopier ça. Et bien sûr, je vais modifier le nom du fichier. Ce n'est pas un fichier. Ajout d'un fichier. Donc, chaque fois qu'on veut faire de la mise à jour, bien sûr, en algorithmique, hein, on aura besoin d'un fichier intermédiaire, un fichier temporaire. Donc, écrire. Donc, je vais recopier ici. Donc, je vais juste modifier le nom du fichier. Donc, ça, c'est F1. On l'a appelé F1. Je vais l'appeler F1. Je vais utiliser toujours F. Et là, je vais l'appeler fichier temporaire. Je vais l'appeler FTMP pour fichier temporaire. Donc, ça, c'est F. C'est le fichier qui existe. Et là, je ne vais pas l'appeler. Donc, ça, c'est F temporaire. Hein. Donc, je vais modifier juste le nom physique. Bien sûr, on veut un nom qui... Donc, je vais l'appeler fichier temporaire. Hein. Pardon. Donc, ça, c'est le fichier temporaire. Donc, on ouvre le fichier en lecture. Donc, la première des choses, bien sûr, on va demander, c'est ce que j'aurais dû, donc j'ai besoin de ETD et oui, on peut faire ça. Hein. Donc, on va lire. Donc, on va faire l'assignation. On va ouvrir le fichier F en lecture. On va ouvrir le fichier F TMP en écriture. On va boucler sur le fichier F. On va lire les éléments de F. Hein. On va les écrire dans le fichier temporaire. Donc ici, ensuite, on va fermer le fichier F. Bien sûr, je ne vais pas fermer le fichier temporaire. Je vais l'écrire ici. Mais entre les deux, qu'est-ce que je dois faire hein? On va demander à l'utilisateur de nous donner un nouveau étudiant. Donc ici, on a recopié, après ça, on a recopié tous les éléments de F dans les éléments du fichier temporaire. Ensuite, je vais écrire données, nom, prénom, qu'est-ce qu'on avait? Matricule d'abord. Hein. Matricule.
Donc ici, bien sûr, on va lire du clavier. On va lire les attributs de l'étudiant qu'on veut ajouter. Lire matricule, écrit dans les matricules, nom, prénom, et moyenne. Donc je vais juste pour que tout le monde peut voir. Et moyenne, étudiant à ajouter. Donc, je vais utiliser le avec. Hein. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Hein, Oui, monsieur. Je pensais que... Donc, avec ETD, faire. Et ici, bien sûr, on va lire du clavier. Donc, on va lire l'élément qu'on veut ajouter. Donc, c'est, qu'est-ce qu'on a vu? Matricule, nom, prénom, moyenne, fait. Et bien sûr, qu'est-ce que je dois faire avant de fermer? Hein, qu'est-ce que je dois faire ici? On veut ajouter ça dans le fichier temporaire. Qu'est-ce que je dois faire? Écrire, bien sûr. On va écrire. Oui, on va écrire dans le fichier ftemp. Hein. Je vais l'appeler ftemp. On va écrire ETD. Ensuite, on va fermer ETD. Donc, ça veut dire ici, on a l'élément dans le fichier temporaire, mais bien sûr, ce qui reste à faire, c'est recopier le fichier temporaire dans le fichier initial, parce qu'on veut ajouter, bien sûr, dans le fichier initial. Fichier temporaire dans le fichier initial. Et ça, c'est bien sûr, c'est exactement la même chose que ça. Bien sûr, on va faire le contraire. On va recopier ça, bien sûr. Et bien sûr, maintenant, on va ouvrir le fichier temporaire en lecture et on va ouvrir le fichier initial en écriture. Donc, bien sûr, relire, ça sera bien sûr ftemp. Écrire, ça sera bien sûr f. Donc, ftemp, bien sûr, on va lire du fichier temporaire. On va ftemp. Ici, on va écrire dans le fichier F et à la fin, bien sûr, je vais fermer les deux fichiers. F, temp. Donc, rappelez-vous que si le fichier existe et que vous faites un réécrire, vous écrasez le fichier. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a le fichier initial dans ftemp et on a le dernier élément à ajouter, le dernier enregistrement, on l'a ajouté dans ftemp. Donc, même si on écrase F, bien sûr, on va l'écraser avec ce qu'on voulait, bien sûr. Hein. Donc, on va boucler sur le fichier ftemp. Tant qu'on n'a pas lu le dernier élément de ftemp, on lit l'élément courant dans la variable ETD, on va l'écrire dans F, et à la fin, bien sûr, on va fermer les deux fichiers. Donc, cette opération, on va la faire chaque fois qu'on fait de la mise à jour à la fin, parce qu'on va recopier le fichier temporaire dans le fichier initial. Donc ça, on va le faire chaque fois. Donc, est-ce que ça va? Monsieur, moi, je vais le fichier F ou le fichier temporaire. Je vais assigner. Non, l'assignation, on l'a fait une seule fois, uniquement au début. On va pas faire l'assignation. L'assignation, c'est une seule fois. On l'a fait une seule fois. L'assignation, on l'a fait une seule fois. Okay, le lien entre le nom physique et le nom... l'assignation, elle fait le lien entre le nom logique et le nom physique. Hein. Le nom physique, si vous avez votre ordinateur, si vous allez dans n'importe quel répertoire, hein, vous allez trouver des fichiers. C'est ce nom-là, c'est le nom physique. Hein. C'est le nom des fichiers qui existent, qui est un nom, bien sûr, c'est une chaîne de caractères, bien sûr. Hein. C'est ça le nom physique. Donc l'assignation, elle fait le lien entre le nom logique. Le nom de logique, c'est bien sûr, c'est la variable, c'est une variable ici. Hein. C'est les variables, comme par exemple f et ftemp, c'est ça le nom logique. Elle fait le lien entre le nom logique et le nom physique. C'est ça ce que fait l'assignation. Et l'assignation, on l'a fait uniquement une seule fois. On ne va pas faire une autre fois l'assignation. Mais la lecture-écriture, bien sûr, ça dépend. Hein. Chaque fois qu'on veut un fichier qui existe, bien sûr, on l'ouvre en lecture. Et l'ouverture en lecture, elle se positionne au début.
Chaque fois qu'on veut repositionner l'élément au début d'un fichier au début, bien sûr, on fait un relire. Réécrire, c'est bien sûr lorsqu'on veut écrire un fichier ou bien on veut l'écraser comme ici. Hein. Ici, on va écraser le fichier initial. Après, bien sûr, avoir ajouté dans le fichier temporaire. Donc, est-ce que ça va ça? Oui. لا ما اجيتيناش ديريكت الماتريكول هذيك في F1 علاش حقنا F temporaire Parce qu'on on peut pas ajouter directement en algorithmique. Hein. On peut pas ajouter. C'est un fichier séquentiel. Il n'y a pas d'opération. Soit on ouvre un fichier, soit en lecture, soit en écriture. On peut pas ajouter en algorithmique. Mais on sait, vous allez voir, hein, parce que si vous faites un relire, il se positionne au début hein, pour lecture, et si vous faites un réécrire, il se positionne au début et vous allez écraser le fichier. Il ne se positionne pas à la fin à réécrire. Hein. Mais vous allez tout voir, on sait, on peut ajouter directement dans un fichier. Mais en algorithmique, non, on suppose qu'un fichier, soit on le lit, soit on l'écrit. Hein. On peut pas, un fichier qui existe, on ne peut pas ajouter directement. On ne peut pas ajouter directement. Donc, on a besoin des fichiers temporaires. Chaque fois qu'on veut modifier un fichier, il faut faire les modifications dans le fichier temporaire et à la fin, faire exactement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire recopier le fichier temporaire dans le fichier initial. Donc, dans toutes les mises à jour, hein, cette opération, on va toujours la faire à la fin. Dans tous les algorithmes qu'on va voir maintenant dans la mise à jour. Mise à jour, ça veut dire soit ajouter, soit supprimer, soit modifier un élément, soit une combinaison, bien sûr, des trois. Ça, c'est Monsieur, après, on n'écrase pas le fichier intermédiaire. Bon, ici, bien sûr, non, on n'écrase pas le fichier intermédiaire. Le fichier intermédiaire, bien sûr, il aurait fallu, si vous faites ça en C, bien sûr, il aurait fallu supprimer le fichier intermédiaire. Bon, en algorithmique, on n'a pas ça. Mais en C, bien sûr, on peut supprimer. Ça marche, bien sûr, si vous faites ça en C aussi. Hein. Ça va ajouter à la fin. Et à la fin, bien sûr, il aurait fallu supprimer le fichier intermédiaire. Bien sûr, le fichier intermédiaire, il existe maintenant. Hein. Il existe sur disque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fait le lien entre non logique et non physique. Oui, ça, c'est l'assignation. L'assignation, elle fait le lien entre le non physique et le non logique. Parce que si vous utilisez au début un non logique d'un fichier, le fichier, il existe sur disque, hein, par exemple, s'il lise. Mais quel fichier vous allez lire? Il faut savoir quel est le fichier qu'on va lire. Hein. Je déclare ici, je déclare au début, par exemple, je veux lire un fichier. Je déclare F, c'est un fichier d'étudiant, mais je vais lire ici, c'est quel fichier? Il faut que ce soit le nom. Hein, il faut donner le nom du fichier. Et ça, c'est l'assignation. Donc, vous allez voir, lorsque vous allez voir les fichiers en C, hein, l'assignation et l'ouverture se fait une seule opération. Hein. Donc, au lieu de faire assigner et ouvrir, hein, et bien sûr, lorsqu'on ouvre, on va spécifier ce qu'on ouvre en lecture ou bien en écriture. Et ça, c'est une seule opération qui se fait. Donc, c'est fopen hein, lorsque vous allez voir ça en TP. Et lorsque vous allez voir ça en TP, bien sûr, lorsque vous créez un fichier, vous allez voir dans votre répertoire, hein, le fichier au début n'existe pas. Et lorsque vous exécutez le programme, bien sûr, le fichier, vous allez dans le répertoire et vous allez voir que ça existe. Bien sûr, ici en algorithmique, on ne peut pas exécuter malheureusement. Hein. Mais si vous écrivez par exemple, supposons qu'on a ce fichier qui existe, on l'a déjà créé. Et on exécute ce programme, on peut prendre cet algorithme et l'écrire en C. C'est juste la syntaxe qui change. Hein. Et si on exécute ce programme, hein, bien sûr, on va voir à la fin que le fichier temporaire qui n'existait pas, maintenant, il va exister. Et on va trouver que le fichier étudiant, on a ajouté à la fin. Si on peut prendre cet algorithme et le translater, bien sûr, en C. Malheureusement, en algorithmique, bien sûr, on ne peut pas exécuter, donc on ne peut pas vérifier ça. Et on peut prendre cet algorithme exactement tel quel et l'écrire en C. Après que vous avez vu les fichiers en C, bien sûr, il faut voir d'abord les fichiers en C, mais c'est juste la syntaxe qui change, hein, c'est tout. Il y a des petites différences avec FDF, comme j'ai dit. Hein. Vous allez voir un petit peu, il y a une petite différence, mais c'est la même chose, c'est presque la même chose. Hein. En C, il y a end of file. Hein. Il y a d'autres opérations pour tester la fin de fichier, hein, contrairement à l'algorithme.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter le cours ici et on va continuer les exercices de TDA. Donc, il nous reste quelques applications à faire, à voir. Hein. Donc, la mise à jour, bien sûr, on a vu uniquement une opération de mise à jour, l'ajout. Il nous reste à voir la suppression et la modification aussi. Hein. Peut-être qu'on va voir ça mercredi. Hein. Et ainsi que d'autres algorithmes. Hein. D'autres applications. Donc, il nous reste pas beaucoup de choses à vrai dire. Hein. Donc, ajout, suppression, modification, oui, et d'autres algorithmes. Hein. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va commencer, on va faire une heure de TD. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cours? Hein? Est-ce que c'est clair, les fichiers? Est-ce que c'est clair? Hein? Création, lecture, copier un fichier. Et bien sûr, vous allez trouver toutes ces applications dans le site web. Hein. J'ai déjà mis le chapitre sur les fichiers. Donc, vous pouvez tout simplement ces algorithmes qu'on vient de voir. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer la série sur les actions paramétrées. Donc, on a fait l'exercice 3, mais on n'a pas terminé. Donc d'abord, on va faire un rappel, hein, s'il n'y a pas de questions sur le fichier. Donc, l'exercice numéro 3, qu'est-ce qu'on a dit? On a le type TDate qui a 3 champs, jour, mois et année. Et première des choses, on a demandé les actions paramétrées, comparer deux dates, compare D, bis qui vérifie si une année est bissextile ou non, valide qui vérifie la validité d'une date, diff jour qui calcule la différence de jours entre deux dates, et ensuite on nous dit soit TD un tableau de n dates avec n inférieur ou égal à 100, on nous demande un algorithme qui permet de trier ce tableau dans l'ordre croissant des dates, ensuite qui calcule la différence minimale en nombre de jours, donc nombre de jours ici, on devrait avoir un S, entre ces dates-là. Donc, on a fait les actions paramétrées, il reste l'algorithme, mais je vais rappeler un petit peu les actions paramétrées qu'on a fait. Donc, je les ai inclus ici, j'ai écrit l'algorithme, mais je les ai inclus dans l'algorithme. Donc, on a algorithme, tableau de date, je l'ai appelé, le type, TDate, hein, jour, mois et année, qui sont les 3 des entiers. Comme variable, on a TD, c'est un tableau de 100 dates, de 100 T-dates, hein, le type c'est T-date. Donc on aura besoin d'un I, d'un J, on va voir les variables qu'on a besoin. Hein. Et on aura besoin d'une variable D de type T-date. Hein. Donc ici, déclaration des actions paramétrées. Bien sûr, si vous avez écrit d'abord les actions paramétrées, c'est pas la peine de les réécrire. Hein. Bon, ici, je les ai pas encore écrits parce qu'on va les revoir. Hein. Donc, si vous avez si c'était un examen, par exemple, on vous demande des actions paramétrées, vous écrivez des actions paramétrées, et si vous mettez un commentaire, déclaration des actions paramétrées, bien sûr, c'est pas la peine de les réécrire. Mais bien sûr, la syntaxe, c'est, en principe, on devrait réécrire les actions paramétrées. Donc, comparer, on a déjà écrit ça, hein, comparer deux dates. Donc, on a D1 et D2. Donc, si D1 est plus grand que D2, on va mettre dans les résultats, c'est 1. Si c'est égal, on va mettre 0. Et si D1 est plus petit que D2, on veut mettre dans le résultat moins 1. Donc, ici, on a une variable, je l'ai appelée D1 comparé avec D2. Hein. J'aurais pu l'appeler RS comme résultat. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, comment on va faire ça? Donc, première des choses, on va comparer les années. Donc, si l'année de D1 est plus grande que l'année de D2, bien sûr, la première date est supérieure à la deuxième date. C'est pas la peine de voir les mois et les jours, hein, bien sûr. Hein. Si vous prenez 2020 et vous prenez 2003, hein, 2020 est supérieur à 2003, c'est terminé. Même si, par exemple, 2001, c'est mois de janvier, 2020, c'est mois de janvier, et 2003, c'est mois de décembre. C'est pas la peine de le comparer, même si le mois de la deuxième date est plus grand que le mois de la première date, hein, mais si l'année de la première date est plus grande que l'année de la deuxième date, c'est terminé. Donc, si l'année de D1 est plus grande que l'année de D2, on va mettre 1 et c'est terminé. Sinon, on va voir si l'année est plus petite. Hein. Donc, c'est ici imbriqué, hein, on a déjà vu ça. Si l'année de D1 est plus petite que l'année de D2, on va mettre moins 1, parce que
première date est plus petite que la deuxième date, et bien sûr, c'est pas la peine de recopier, de comparer les mois. Sinon, ça veut dire ici, les mois sont égaux, quoi. Donc, les années sont égales, pardon. Donc, on va voir les mois. Donc, si le mois de D1 est plus grand que le mois de D2, bien sûr, ça veut dire que D1 est plus grand que D2. Bien sûr, c'est pas la peine de comparer les jours, hein. Sinon, on va voir est-ce que le mois de D1 est plus petit que le mois de D2. Si le mois de D1 est plus petit que le mois de D2, ça veut dire que D1 est plus petit que D2 et c'est terminé. Sinon, ça veut dire que ici on a les années et les mois qui sont égales, hein, qui sont égaux. Donc ça veut dire qu'il faut comparer les jours. Donc si les jours de D1 est plus grand que les jours de D2, ça veut dire que D1 est plus grand que D2. Sinon, il faut voir est-ce que les jours de D1 est plus petit que les jours de D2 et si c'est le cas, on va mettre moins 1. Sinon, ça veut dire qu'on a les années, les mois et les jours qui sont égales, ça veut dire que les deux dates sont égales et bien sûr, on va mettre 0. Donc c'est des si imbriqués, ne pas oublier tous les fins si. Et à la fin, bien sûr, on va retourner cette variable-là. Deuxième fonction, bis, c'est une fonction qui retourne vrai si une année est bissextile. Et on a dit qu'une année, donc ici, le paramètre c'est l'année, hein, qui est un entier, et cette fonction retourne un booléen. Donc on a dit une année est bissextile si elle est divisible par 4 et elle n'est pas divisible par 100, ou bien elle est divisible par 400. Dans ce cas, on va retourner vrai. Sinon, l'année, ça veut dire n'est pas bissextile, et on va retourner faux. Donc, une fonction qui est très simple, hein. Ensuite, la fonction valide. Donc, on a une date et on veut voir est-ce que cette date est valide. Donc, cette fonction, bien sûr, elle va retourner un booléen. Si la date est valide, elle va retourner vrai. Si la date n'est pas valide, elle va retourner faux. Donc, au début, on va supposer que la date n'est pas valide. Donc, on va mettre dans des valides faux. Et pour nous, une date, pour qu'elle soit valide, il faut que l'année soit supérieure ou égale à 0. On ne va pas prendre des années négatives, hein. Donc, si l'année est supérieure ou égale à 0, pour que la date soit valide, première des choses, il faut que cette condition soit vraie. L'année soit supérieure ou égale à 0. Et ensuite, ça dépend des mois et ça dépend des jours. Donc, bien sûr, les mois doivent être compris entre 1 et 12. Si le mois n'est pas compris entre 1 et 12, hein, bien sûr, la date n'est pas valide. Donc, on va utiliser un cabot. Une manière qui est très simple, c'est un cabot. Donc, KD.MM vaut, donc ça, c'est le mois. Donc, si le mois vaut autre chose que ça, bien sûr, on ne va pas le traiter et on va sortir avec des valides qui est faux et la date n'est pas valide. Maintenant, le mois, ça dépend des jours aussi, hein. Donc, il y a des mois qui ont 31 jours. Et ça, c'est le mois de janvier, le mois de mars, le mois de mai, le mois de juillet, le mois d'août, le mois d'octobre, le mois de décembre. Donc, c'est 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Et pour ces mois-là, il faut que le jour soit compris entre 1 et 31 pour que la date soit valide. Donc, si le jour est D.JJ est supérieur ou égal à 1 et D.JJ est inférieur ou égal à 31, on va mettre la des valides après. Sinon, bien sûr, on ne fait rien parce qu'on a initialisé des valides à faux. Sinon, si le mois c'est pas ça, on va voir les mois qui ont 30 jours, hein. Et ça, c'est le mois d'avril, mois de juin, mois de septembre, mois de novembre, oui. Et pour que la date soit valide, il faut que le jour soit compris entre 1 et 30. Et si c'est le cas, bien sûr, on va mettre des valides à vrai. Si c'est pas le cas, bien sûr, on fait rien parce qu'on a initialisé des valides à faux. Pour le mois de février, bien sûr, c'est un cas particulier. Il faut voir est-ce que l'année est bissextile ou non. Si l'année est bissextile, c'est-à-dire que bis D.AA retourne vrai, dans ce cas, le jour doit être compris entre 1 et 29. Et dans ce cas, bien sûr, on va mettre des valides à vrai. Sinon, ça veut dire que l'année n'est pas bissextile, il faut que le jour soit compris entre 1 et 28. Et si c'est le cas, on va mettre des valides à vrai. Dans tous les autres cas, on ne fait rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a initialisé des valides à faux. Donc ça permet, lorsqu'on a fait ça, ça nous permet de ne pas avoir des sinon ici. Parce que si vous n'avez pas fait ça, il aurait fallu mettre à faux et tous les autres cas faire des sinon. C'est plus simple de faire ça. C'est plus simple d'initialiser le booléen à faux et mettre uniquement le booléen V dans le cas où la date est valide. Et à la fin, bien sûr, on va retourner des valides.
Ensuite, on a dit on veut une fonction qui nous donne le nombre de jours entre deux dates. Donc ici, et pour cela, on a écrit une autre fonction, nombre de jours année. Donc nombre de jours année, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne une date et elle va nous retourner le nombre de jours entre le 1er janvier de cette année jusqu'à cette date-là. Donc par exemple, ici, j'ai cette date-là, le 15 juillet 2019. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Elle va me retourner le nombre de jours du 1er janvier 2019 jusqu'au 15 juillet 2019. Et on a besoin de cette fonction dans la deuxième fonction qu'on va écrire. Hein. Donc pour cela, il suffit de voir ce schéma-là. À chaque fois que vous faites un algorithme, action paramétrée ou bien un algorithme, prenez des exemples, faites des schémas, ça devient plus clair. Hein. Donc si je prends le 15 juillet 2019, le nombre de jours jusqu'à ça, c'est quoi? C'est 15 jours, parce que le mois de juillet, ici j'ai 15 jours du mois de juillet. Ensuite, je dois ajouter le nombre de jours de chaque mois, le mois de janvier, le mois de février, jusqu'au mois de juin. Donc ça veut dire que je vais initialiser le nombre de jours à d.jj, ça c'est 15. Et ensuite, je vais boucler de 1 jusqu'à le mois qui est juste avant. Parce que le mois c'est juillet, je vais boucler jusqu'au mois de juin. On doit accumuler tout le nombre de jours de chacun de ces mois-là. Donc pour i de 1 à d.mm-1, le mois précédent, et ici ça dépend du mois. Donc il y a des mois qui ont 31 jours, donc si c'est 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ça ressemble un petit peu à la fonction valide. On va ajouter 31. Les mois qui ont 30 jours, on va ajouter 30 jours. Hein. Et bien sûr, le mois de février, ça dépend, est-ce que l'année est bissextile ou non. Donc, si l'année est bissextile, on va ajouter 29 jours. Sinon, on va ajouter 28 jours. Et on va boucler ici pour i de 1 jusqu'au mois précédent. Et à la fin, bien sûr, on va retourner le nombre de jours. Donc, cette fonction, elle nous donne le nombre de jours du 1er janvier de cette année jusqu'à cette date-là. Et on va voir pourquoi on a besoin de cette fonction. Donc maintenant, on a la dernière fonction à écrire. On a deux dates. Donc j'ai pris un exemple ici. Hein. Donc ça, c'est D1. Donc D1, par exemple, c'est le 14 mai 2002. Et D2, c'est le 17 mois d'août 2006. Et on veut calculer la différence entre ces deux dates-là. Donc ici, par exemple, j'ai le 14 mai 2002, c'est cette date-là. Et ici, j'ai le 17 août 2006. Donc, on veut calculer le nombre de jours entre ces deux dates-là. Donc, c'est cette ligne que j'ai mis là. Donc, cette ligne-là, c'est égal à quoi? C'est égal à cette ligne entre le 1er janvier 2002 jusqu'au 17 août 2006, moins, bien sûr, ça. Moins le nombre de jours entre le 1er janvier 2002 et le 14 janvier 2002. Et ça, ce nombre de jours, bien sûr, c'est la fonction précédente qu'on vient d'écrire. Hein. Donc maintenant, tout ça, c'est quoi? C'est le nombre de jours qu'il y a entre de l'année 2002 plus le nombre de jours qu'il y a dans l'année 2003. Bon, c'est pas proportionnel hein, parce que j'ai pas assez d'espace ici. Hein. Plus le nombre de jours qu'il y a dans 2003, plus le nombre de jours qu'il y a dans 2004, plus le nombre de jours qu'il y a dans 2006, plus le nombre de jours entre le 1er janvier 2006 et le 17 août 2006. Et ça, c'est bien sûr cette portion-là, hein, c'est la fonction précédente qui me le donne. C'est pour ça qu'on a besoin de la fonction précédente. Maintenant, les années, le nombre de jours dans chaque année, bien sûr, on va boucler de l'année 2002 jusqu'à l'année 2006, c'est-à-dire jusqu'à l'année 2005, pardon. Hein, 2006, c'est bien sûr, on appelle la fonction qui nous donne ce nombre de jours. Jusqu'à l'année 2005, c'est-à-dire l'année précédente. Donc, on a deux dates D1 et D2. Bien sûr, ici, on a supposé que D2 est supérieur à D1. Hein. Mais bien sûr, l'utilisateur peut donner le contraire. Hein. Il peut donner D1 supérieur à D2. Donc, si D1 est supérieur à D2, bien sûr, il suffit de permuter, c'est tout. Hein. Donc, cette fonction, première des choses, on va mettre dans D1 la plus petite des deux dates. On veut que toujours D1 contient la plus petite des deux dates. Et ça, c'est bien sûr la fonction compare. Compare, je pense, on avait écrit avec C majuscule.
Bon, c'est la même chose, mais je veux garder exactement la même chose. Donc, si on compare D1, D2 est égal à 1, ça veut dire que D1 est plus grande que D2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter D1 et D2. Donc, on va sauvegarder dans D1 et on a dit on peut affecter des enregistrements. Hein. Donc, on va sauvegarder dans D1. Puisqu'on a sauvegardé D1, donc on peut écraser D1 avec D2. Et ensuite, bien sûr, il suffit de mettre dans D2 D qui contenait, bien sûr, D1, le D1 initial. Donc maintenant, ça veut dire on a D1 qui est plus petite que D2. Donc, première des choses, on va mettre le nombre de jours on va mettre ce nombre de jours. Hein. On va mettre ce nombre de jours. Et ce nombre de jours, c'est bien sûr, c'est à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 17 août 2006. Et on a la fonction précédente qui fait ça. Donc, on va mettre dans nombre de jours, on va appeler la fonction précédente nombre de jours année, et on lui donne D2, et on a, dans ce cas, initialisé NBJ à, bien sûr, à ça. À ce nombre de jours. Ensuite, on va boucler de la première année jusqu'à l'année précédente. Donc, pour I, de D1.AA à D2.AA-1, l'année précédente. Et ici, bien sûr, on va ajouter soit 366 jours, soit 365 jours, dépendamment est-ce que l'année est bissextile ou non. Donc, si bissextile de I c'est l'année, hein, c'est l'année, on ajoute 366 jours, sinon on va ajouter 365 jours. Donc maintenant, ça veut dire on a dans NBJ, on a ça, on a tout ça. Bien sûr, ce qui reste à faire, c'est retrancher, enlever ça. Et ça, c'est le nombre de jours du 1er janvier 2002 jusqu'au 14 mai 2002. Bien sûr, dans cet exemple-là. Et c'est exactement la même chose hein, pour n'importe quel autre exemple. Donc, ce qui reste à faire, nombre de jours, on va mettre nombre de jours moins le nombre de jours année de l'année de D1. Et on va retourner NBJ. Donc, on a terminé avec les actions paramétrées. On va commencer notre algorithme. Donc, la première des choses, on va lire N, compris entre 1 et 100. On va remplir notre tableau TD. Et bien sûr, on veut des dates valides. Hein. Donc, on va donner une date valide, jour, mois, année. Avec TD de I, on va lire le jour, mois et l'année jusqu'à avoir une date valide. Hein. Donc, ici, on va appeler la fonction valide. Est-ce qu'on a appelé valide ou bien dévalide? Hein, je ne me rappelle pas. Dévalide, oui, peut-être on a appelé dévalide, je pense. Hein. Donc, c'est jusqu'à ce que on veut des dates qui sont valides. Hein. Donc, il fallait écrire dévalide ici. Donc, ici, lorsqu'on sort de ça, on a rempli notre tableau et on a des dates, n dates dans le tableau. Donc maintenant, la première des choses, qu'est-ce qu'on nous dit? On veut trier TD par ordre croissant. Par ordre croissant. Donc, une manière simple, c'est, on a vu le croissant 2S. Donc, on a vu les algorithmes de tri, hein, comment trier un tableau. Hein. Donc, on va faire un tri, par exemple, par sélection. Hein. C'est le tri peut-être le plus simple. Hein. Donc, le tri par sélection, je rappelle, on prend tout le tableau, on va chercher le minimum, l'indice du minimum, et on va le permuter avec le premier élément. Ensuite, donc ça veut dire le plus petit, on l'a mis en première position. Ensuite, on va prendre le tableau à partir du deuxième élément, et on va chercher l'indice du minimum et on va le permuter avec le deuxième élément. Donc, vous aurez le deuxième minimum en deuxième position. Ensuite, on va commencer à partir du troisième et on va faire exactement la même chose jusqu'à avoir. Est-ce que quelqu'un peut continuer? Donc, jusqu'à un moins 2. Jusqu'à avoir deux éléments. Donc, ça sera pour I de 1 à N-1. oui, exactement. N-1. Jusqu'à avoir au moins deux éléments. Parce que si vous avez un seul élément, bien sûr, le tableau est trié. Donc, première boucle, on va boucler de 1 à N-1 et chaque fois, on va supposer que l'élément... Oui, l'élément courant. Qui est de 1.
L'élément courant, c'est bien sûr, c'est le ième élément. On va supposer. Et ensuite, on va chercher l'élément le plus petit à partir de l'élément i. Donc, on va supposer que le minimum, c'est le ième. Et ensuite, on va boucler. Donc, on va utiliser un j. On va boucler à partir de I plus 1. oui, i plus 1. Donc, à partir du prochain. Parce qu'on va faire les comparaisons à partir du prochain jusqu'au, bien sûr, maintenant, jusqu'au nème. Oui, jusqu'au nème. Fait. Et ici, bien sûr, on va utiliser la fonction compare, exactement. Donc, si l'élément courant, c'est-à-dire TD, compare B, j'ai oublié, compare D, si l'élément courant qui est TD de J est plus petit que l'élément, le minimum courant, c'est-à-dire TD de I min, donc si tout ça plus petit, qu'est-ce qu'on a dit? C'était moins 1, oui. Si ça c'est égal à moins 1, alors On va permuter. on ne va pas permuter, on cherche le minimum ici. Hein. Donc le min égal à J. Min égal à J, exactement. Ainsi. Min, c'est J. C'est lui qui devient le minimum. Oui. Et lorsqu'on sort du deuxième pôle, ça veut dire qu'on a dans I min l'élément courant. On va le permuter, bien sûr, avec l'élément I, s'il est différent. Si le minimum, ce n'est pas le IM, donc c'est I min est différent, parce que si c'est égal à I, bien sûr, c'est pas la peine de le permuter. Si I min est différent de I, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter. Oui, on va permuter TD de I min avec TD de I. Donc, on va sauvegarder, vous rappelez une variable D, hein. On va sauvegarder dans TD, un des deux, par exemple, I, TD de I, puisqu'on a I est égal à TD I min. Oui, exactement. TD I min égale à D. Oui, exactement. TD de I min, et bien sûr, TD de I min reçoit D. Ainsi, lorsqu'on sort du deuxième pôle, ça veut dire que le tableau est trié. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a trié notre tableau par ordre croissant. Maintenant, la deuxième question, on nous dit, on cherche le nombre de jours minimal, le nombre entre deux dates consécutives. Hein. Donc ça veut dire, vous avez, si on faisait un schéma, donc on a un tableau, si vous voulez, des dates. Hein. Donc, et on veut chercher quelle est la différence en nombre de jours qui est la plus petite. Donc comment on va faire ça? Entre deux dates. Oui. On commence par, on commence T de 0, T de 1, T de 1, T de D0. En algorithmique, les indices commencent de 1. Les indices commencent de 1 en algorithmique. Hein. C'est pas le premier et le deuxième, ensuite le troisième et le quatrième. Sauf que, bon, ici, je ne me rappelle pas l'énoncé. Il faut faire attention parce que c'est possible que 1 est égal à 1. Donc, on va faire, si 1 est égal à 1, bien sûr, il n'y a pas de deux dates. Hein. Donc, si 1 est égal à 1, on va écrire, il y a une seule date. Je ne sais pas ce qui, dans l'énoncé, est-ce qu'on a dit, est-ce qu'on va avoir minimum de dates. Hein. Je vais voir l'énoncé. Non, ça c'est des actions paramétrées. Hein. Je ne sais pas dans l'énoncé, est-ce qu'on a... En tout cas, on va écrire ça. Si 1 est égal à... On va écrire, il y a une seule date. Hein. Il n'y a pas de... Parce que dans l'algorithme, on a écrit n compris 1 supérieur ou égal à 1. Il y a une seule date, donc il n'y a pas de... Il y a une seule date dans le tableau. Oui. On compare, dans la différence minimale, on compare, par exemple, T du I avec T du I plus 1. Oui, exactement. Donc ça veut dire, dans le nombre de jours, hein, qu'est-ce que je l'ai appelé? Nombre
min, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai déclaré comme variable. Nombre de jours min, en tout cas. Donc, si n est supérieur à 1, on va mettre, qu'est-ce qu'on a appelé? Oui, on va appeler la fonction, le nom de la fonction, hein, qui calcule la différence de jours. Diff jours. C'est diff jours, oui, exactement. Donc, on va calculer diff jours entre TD de 1 et TD de 2. Donc, on a initialisé le minimum à la différence entre la première date et la deuxième date. Ensuite, on va boucler pour I de 2 à I moins I plus 2. Oui, de 2 à n moins 1. On va aller jusqu'à l'avant-dernier. Faire. Et ensuite, fait. Donc, on va mettre, on va calculer NBJ entre diff jours de NBG 1000 TD de I avec TD de I plus 1. Si NBJ 1000 est plus grand de NBJ, alors NBJ est dit NBJ 1000. Exactement. Si NBJ est plus petit que NBJ 1000, alors c'est lui qui devient le minimum. Alors, NBJ 1000, on se voit. oui. Donc on ne peut pas faire premier, deuxième, ensuite troisième, quatrième. On peut faire premier, deuxième, troisième. Et on va faire premier, deuxième, ensuite deuxième, troisième, parce que rappelez-vous, le tableau il est trié. Hein. Donc, si vous avez la différence entre le premier et le deuxième, hein, elle est forcément plus petite qu'entre le premier et le troisième. C'est pour ça qu'on peut faire ça. C'est pour ça qu'on a trié le tableau. Hein. Le tableau, il est trié. Si vous prenez TD de I et TD de I plus 1, la différence entre TD de I et TD de I plus 1 est forcément plus petite qu'entre TD de I et TD de I plus 2. Parce que le tableau, il est trié. Sinon, on n'aurait pas pu faire ça, bien sûr. C'est pour ça qu'on a trié le tableau. Donc, NB de J min se reçoit de J. C'est pour ça qu'on a trié le tableau. Hein. Sinon, bien sûr, cet algorithme ne va pas marcher si le tableau n'est pas trié. Parce que c'est possible, si le tableau n'était pas trié, hein, vous aurez n'importe quel ordre, hein, donc vous pouvez avoir la différence entre le premier et le deuxième, et la différence entre le premier et le cinquième, par exemple, est plus petite que la différence entre le premier et le deuxième. Mais le tableau est trié, donc si je prends la différence entre le premier et le deuxième, elle est plus petite que la différence entre le premier et n'importe quel autre. Et le premier et le troisième, le premier et le quatrième, le premier et le cinquième, parce que le tableau est trié. Il est trié par ordre croissant. Donc, c'est pour ça, bien sûr, que ça marche. Hein. C'est pour ça qu'on a trié le tableau. Hein. Sinon, bien sûr, ça marche pas. Si le tableau n'était pas trié, hein, bien sûr, ça marche pas. Hein. Donc, ici, bien sûr, le tableau est trié. Et bien sûr, à la fin, lorsqu'on sort de ça, on va écrire le nombre de jours minimal entre deux dates. Donc, entre n'importe quelle date, c'est bien sûr NB J min. Différence minimale. C'est pour ça qu'on a trié le tableau. C'est NBJ 1000. Bien sûr, je vais revenir aux déclarations pour s'assurer que j'ai NBJ 1000 et les variables en haut, hein, malheureusement, parce qu'on a les actions paramétrées. Hein. Donc, les variables, donc qu'est-ce que... Oh, je l'ai appelé min NBJ. Donc, je vais modifier. Min, on a NBJ, c'est correct. Donc, donc ici, c'est NBJ, nombre de jours. Et ici, donc on a appelé NBJ min. On a I min, on a J, on a I, donc le N, je pense. Hein. On a bien N, oui. Donc le N, on a tout. Hein. On a toutes les variables. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, le tri, on a utilisé le tri par sélection, mais bien sûr, on aurait pu utiliser un autre tri. Hein. On a vu deux autres tris. On a vu le tri. Qu'est-ce qu'on a vu comme autre algorithme de tri? Permutation.
Bon, la permutation, c'est une sélection. Sélection et permutation. On a vu deux autres. Quelle autre méthode? Oui, il y a deux autres méthodes. Voilà, je suis bien permutation. Genre, le cas là-bas que tu initialises Iminaï, pour I de 1 plus 1, si tu de I supérieur à 2G, permutation directe. Oui, on aurait pu faire ça, mais chercher le minimum, c'est plus simple. Hein, donc, c'est moins d'opérations, on n'a pas à permuter. On permute uniquement à la fin ici, hein, lorsqu'on trouve le minimum, on permute. Mais on a vu deux autres qui sont différents de ça. Hein. C'est le tri, qu'est-ce qu'on a vu hein, dans le tri, on a vu le tri par bulle et on a vu le tri par insertion. Hein. Oui, on a vu le tri par bulle, le tri par insertion. Donc, qu'est-ce que vos camarades me disent? Envoyez cette syntaxe. Quelle syntaxe hein? Je n'ai pas compris. Donc, l'exercice, monsieur. Oui, l'exercice HADA, c'est... donc, je vais mettre les solutions. Hein. Je n'ai pas mis les solutions, je pense. D'accord, donc vous aurez dans quelques jours, oui. Donc, généralement, je préfère qu'on termine les exercices pour mettre la solution, parce que plutôt que de mettre directement la solution. Mais vous aurez cette solution, bien sûr. Hein. Je vais les mettre dans quelques jours. Hein. Donc, il nous reste que... Est-ce qu'il y a des questions d'abord hein? S'il n'y a pas de questions, on va faire un autre exercice. Donc, il nous reste, je pense, 2 exercices, c'est tout ce qui reste hein, dans les enregistrements. Il reste l'exercice 4 et l'exercice 5. Hein. L'exercice 6, je pense, on l'a fait comme application. Hein. Donc, l'exercice 4, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un enregistrement E qui est défini par 2 informations. Il y a un tableau d'entier qui peut contenir jusqu'à 100 éléments et N, c'est le nombre d'éléments du tableau T. Ensuite, on vous dit, on a une chaîne de caractères M et on veut écrire une action paramétrée qui retourne un enregistrement de type E contenant toutes les positions de la chaîne AB. Donc, si on regarde dans l'exemple ici, hein, donc notre enregistrement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un tableau. Donc, c'est ça notre enregistrement. Hein. Il contient un tableau T. Il y a 2 champs, un tableau qui peut avoir jusqu'à 100 éléments. Non? Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le premier élément. Hein. Premier élément. Ensuite, le deuxième élément, qui sont bien sûr un tableau d'entier. Hein. C'est ça. Le troisième élément. Bon, j'écris des indices, hein, mais le contenu, bien sûr, c'est des entiers. Hein. Jusqu'au 100e élément. Et ensuite, N. N qui est un entier, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on veut? On a cette chaîne M qui est un paramètre à cette action paramétrée qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre action paramétrée nous donne un enregistrement de ce type-là, E, qui va contenir toutes les positions de AB et N dans T. Et N va être combien il y a de AB dans M. Donc, AB, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc F, c'est la position. Donc, une chaîne de caractères, c'est bien sûr un tableau de caractères. Hein. Donc, F, il est à la position 1. A, ensuite, ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Et ici, on a AB. Donc, AB, la première occurrence de AB commence à la position 3. Donc, ici, donc, ça veut dire que dans T, on va mettre 3. Et on a une occurrence. Donc, ça, c'est 3. Ensuite, B, c'est la 4e position. Ensuite, 5. Ensuite, 6. Et ici, une deuxième occurrence de AB qui est à la position 6. Donc, ça, c'est 6. Hein. Donc, ensuite, vous avez B, c'est 7. Ensuite, ça, c'est 8. Hein. On a une nouvelle occurrence de AB qui est à la position 8. Donc, ça veut dire que T, ici, on va avoir 8. Donc, ça, c'est la 3e occurrence. Hein. 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Ça, c'est 8. Ça, c'est 8. Ensuite, B, c'est 9. Ensuite, 10, 11 et 12. Donc, la dernière occurrence de AB commence à 12. Donc, on a 12. Et bien sûr, combien il y a d'occurrences de AB? Il y a 4 occurrences. Donc ici, on a n'importe quoi. Hein. Donc, ici, jusqu'au 5e élément, on ne sait pas ce qu'il contient. Et bien sûr, N,
qu'est-ce qui me manquait ici? 3, 6, oh, il y avait 8, je pense. Hein. Oui. Vous effacez 8 quand vous écrivez 12. Oui, j'ai effacé le 8. 8, 12 et n, bien sûr, contient 4. Donc, c'est ce que cette action paramétrée devrait me retourner. Elle devrait me retourner le premier élément de t contient 3, le deuxième contient 6, le troisième contient 8, le quatrième contient 12, hein. Les autres, on ne s'occupe pas. Et n contient 4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 éléments dans t qui sont les 4 occurrences, les indices, hein, les positions des 4 occurrences de AB dans n. Donc, c'est ce qu'on veut que notre action paramétrée nous retourne. Maintenant, est-ce que cette action paramétrée va être une procédure ou bien une fonction? Procédure. Fonction. Pourquoi une procédure? On a vu deux sorties, non? Un et T. Mais N et T, ils font partie de quoi? N et T? L'enregistrement, bien sûr. Il faut définir d'abord l'enregistrement. Il faut partie d'un enregistrement. Donc, je vais déclarer le type enregistrement. Le type, c'est E. Donc, on a appelé E. Hein. Donc, type E, je vais d'abord écrire qui est un enregistrement. Bien sûr, on a dit que les éléments d'un enregistrement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des tableaux, bien sûr. Donc, on a T, c'est un tableau de 1 à 100 entiers. Et on a N. E, il a deux champs. Donc, il faut bien lire les énoncés. On vous dit un enregistrement. On n'a pas T et N qui sont à part. Donc, ici, j'ai défini le type enregistrement. E. Maintenant, action paramétrée, est-ce que ça va être un enregistrement ou bien une procédure ou bien une fonction? Fonction. Une fonction, oui. Pourquoi? Parce qu'on a un seul résultat et que ce résultat est de type enregistrement. Donc, on va l'écrire comme une fonction. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je vais l'appeler, occurrence, par exemple, de AB. AB, je vais écrire AB comme ça. Bon, E, par exemple, dans l'enregistrement. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? La chaîne de caractères. Oui, exactement. M qui est la chaîne de caractères. Écrire une chaîne. Oui, je vais supposer que... Bon, on n'a pas dit la taille de la chaîne. Hein. On ne nous a pas dit la taille de la chaîne ici. Hein. Donc, la chaîne peut aller... Oui, on n'a rien dit. Hein. Donc, on va supposer la taille maximum. Oui, on va supposer la taille maximum qui est 255. Et bien sûr, il faut faire attention. Donc, ici, E. Donc, elle nous retourne une variable de type E. On va déclarer nos variables. Donc, on aura besoin un résultat E qui est de type E. C'est la variable qu'on va retourner. Et on va voir qu'est-ce qu'on aura besoin comme d'autres variables. Hein. On va les ajouter ensuite. Donc, on aura besoin très probablement d'un T, parce qu'on aura besoin de la taille de la chaîne. Et, on va voir, on aura besoin probablement d'un I, parce qu'on va probablement boucler. On va parcourir, oui, entier. Et maintenant, comment on va faire ça? T sur la taille de M. Oui, exactement. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire on veut savoir la taille de cette chaîne de caractères. Donc, taille, j'ai écrit un seul L. Là. Taille de M. Et ensuite, on va faire si T de I égale 1 et T de I plus 1 égale B, N reçoit N plus 1. Boucler, mais ça va faire... Oui, on va d'abord boucler. Oui, on va boucler avec quoi? Pour. I. Pour. Oui, on peut utiliser un pour, mais remarquez, si, donc, supposons on va utiliser un pour, bien sûr, on va commencer de 1, et on va voir pourquoi un tant que justement. Exactement, parce que si vous faites un pour, lorsque vous allez trouver une occurrence AB ici, lorsqu'on va trouver une occurrence AB, le prochain, supposons ici, on va trouver ici, bien sûr, c'est 3, la position c'est 3. Le prochain qu'on va comparer, est-ce qu'on va comparer à partir de 4? Non, ça. Non. Oui, on va comparer à partir de 5. Donc, lorsqu'on trouve une occurrence, bien sûr, on ne va pas comparer avec le I plus 1, on va comparer avec
on va commencer la comparaison avec Plus 2. I plus 2. Oui, on peut que, dans ce cas, lorsqu'on trouve une occurrence, on va incrémenter I pas de 1, on va l'incrémenter de 2, alors que si on utilise une boucle pour, bien sûr, le I s'incrémente de 1. Vous allez Juste incrémenter prendre de plus 1. de temps. Oui, on va ajouter, lorsqu'on trouve une occurrence, bien sûr, on va ajouter 2, mais si on ne trouve pas une occurrence, bien sûr, on va ajouter de 1. Donc, ça dépend, est-ce qu'on a trouvé une occurrence A, B ou non. Donc, c'est pour ça, on ne va pas utiliser une boucle pour, mais on va utiliser une boucle, bien sûr, une boucle tant que. Et c'est Donc, pareil, en soi. Non, c'est pas la même chose, hein, parce que si vous utilisez une boucle pour, ça va marcher, mais ça va être plus long. Ça va prendre plus de temps. Parce que lorsque vous allez trouver une boucle AB, hein, le I va s'incrémenter, le prochain, ce ne sera pas AB, hein, parce que le I et le I plus 1, ça sera BA. Mais on est sûr que ça ne sera pas AB, hein, parce qu'on a trouvé une occurrence AB. Hein. Donc, ça veut dire on va utiliser, bien sûr, un tant que. Donc, la première des choses, bien sûr, on va mettre res E, on va mettre N, Zéro. Zéro. on va initialiser à quoi? À 0. 0, bien sûr. On I va reçoit initialiser I à 1. J à 1. Est-ce qu'on a besoin d'un J? Non, On a besoin d'un J. On va boucler, on va parcourir cette chaîne une seule fois. On n'a pas deux boucles impliquées ici. Hein. Donc on a une seule boucle, on va utiliser bien sûr un seul indice. Donc tant que I Inférieur à taille M moins 1. oui, donc I est inférieur strictement à T, c'est-à-dire jusqu'à aller jusqu'à T-1, hein. Oui. Oui, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? I T de I I égale à égale à 1 Oui, donc et T Alors, de I plus 1. est égal au caractère. Maintenant, caractère, c'est une seule cote. Hein. Donc, si Et T de I plus 1 égale à 1. et T de I plus 1, T de I plus 1, Cheikh, ماشي M. M de I. oui, je m'excuse, c'est 1, bien sûr. C'est 1, T, c'est un I. Et M de I plus 1 est égal à B, caractère B. Alors, on a trouvé une occurrence. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? E.N reçoit E.N plus 1. Res E.N reçoit res E.N plus 1, parce qu'on a trouvé une nouvelle occurrence. Et bien sûr, on va faire Et de res E.N. res Pointé. T de 1. et de شيخ لهنا اللي مش لهنا نورمالمون نديرو جي. Il reçoit I ici. Oui, mais j'ai pas vraiment besoin de J. Hein. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser res E.N, tout simplement. C'est ça l'indice, oui. Au début, c'était 0. On a trouvé une occurrence, donc res E.N devient égal à 1. Et qu'est-ce qu'on va mettre res E.T justement dans res E.N? Parce que c'est une nouvelle occurrence, hein, donc on va le mettre ici. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement c'est I, oui. Ensuite, I reçoit I plus 2. Et I, bien sûr, I reçoit I plus 2. Sinon, I reçoit I plus 1. I plus Oui, 1. exactement. Sinon, I reçoit I plus 1. Sinon, donc, heureusement, j'ai cette page, hein. I reçoit pardon. I reçoit I plus 1. Ainsi. Donc ça, c'est petit I. Hein. C'est la même chose ici, c'est petit I. Et on va boucler ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est fin, oui, ça, c'est... Pourquoi j'ai écrit fin? Oui, c'est fin, point, virgule. Et bien sûr, à la fin, il me manque le fait. Je n'ai pas écrit le fait. Pourquoi je n'ai pas écrit le fait? Et bien sûr, on va retourner res E. Bon, ici, il y a une petite erreur. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Hein? Tant que I est inférieur à T. On a pris une chaîne de caractères
une chaîne de caractères maximale. Hein. Oui, il y a 255 et le tableau, il y a 100. Oui, exactement. Donc, bien sûr, 255, quel est le nombre maximum d'occurrences de AB qu'on peut avoir? Si vous avez AB, 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 c'est-à-dire 255 divisé par 2. Vous allez avoir 255. 122. Oui, quelque chose comme ça, 122, alors que notre tableau, bien sûr, contient bien sûr 100. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Bien sûr, on ne peut pas dépasser le tableau, on va ajouter une deuxième condition. Et l'autre condition, c'est bien sûr res e.n inférieur ou égal à 100. Inférieur à 101. Inférieur à 100, en fait. Inférieur strictement à 100. Lorsque c'est égal à 100, on ne va pas rentrer, on veut sortir. Dès qu'on devient égal à 100, on veut s'arrêter. Donc le nombre d'occurrences est inférieur à 100. Bien sûr, s'il y a plus d'occurrences, le maximum qu'on peut mettre, on ne peut pas mettre plus que 100 occurrences, bien sûr. Sinon, il aurait fallu prendre une chaîne ici, maximum 200 caractères, si on veut éviter ici cette condition. Donc il aurait fallu mettre ici chaîne de 200 caractères. Res e.n, c'est le nombre d'occurrences. Hein. C'est le nombre combien d'occurrences on a trouvé de AB. C'est ça res e.n. Rappelez-vous l'exemple qu'on a pris. Hein. Juste inférieur ou égal à 100. Donc, si vous trouvez inférieur ou égal à 100, ça veut dire lorsque c'est égal à 100, vous allez rentrer. Hein, et si vous trouvez une occurrence de AB, hein, vous allez avoir ici 101. Vous allez mettre dans 101 parce qu'on incrémente ici. Hein. Oui. Donc, on veut s'arrêter lorsque c'est à 99, bien sûr. Hein. Donc, si on veut enlever cette condition, on va faire ici une chaîne de 200 caractères. Et là, on est sûr que on peut pas aller plus. Oui, on peut pas aller plus que on peut pas aller plus que 100. Hein. Avec 200 caractères, si vous avez AB, 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 vous aurez maximum 100 occurrences. Oui. Donc c'est une des deux choses. Soit on va mettre le maximum et il faut ajouter dans ce cas cette condition, ou bien mettre 200 caractères et dans ce cas on n'a pas besoin de cette condition. Il fallait juste faire attention à ça. Donc est-ce que ça va? Donc on aurait pu utiliser bien sûr comme votre camarade dit un J ici, mais vraiment on n'a pas besoin. Le J ça sera bien sûr il voulait utiliser le J comme indice, hein. Mais on peut utiliser res e.n hein, comme indice ici. Hein. C'est res e.n. Hein. Chaque fois qu'on incrémente, hein, on va le mettre dans la nouvelle position. Chaque fois que vous incrémentez le n, hein, c'est la nouvelle position. Donc le 4 ici, c'est le dernier. Au début, n égale à 0. On a trouvé la première occurrence de AB. Donc, bien égal à 1. Donc, on va mettre à la première position. On trouve la deuxième occurrence, qui est la position 6. On incrémente le 1 devient égal à 2. Et bien sûr, ici, on va mettre à la deuxième position. On trouve la troisième occurrence de AB, qui est la position 8. On a incrémenté le 1 devient égal à 3. Et on va mettre la position ici à la troisième position de T. On trouve la dernière occurrence de AB. On incrémente le 1 devient égal à 4. Et on met la position dans la quatrième position de T. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, il reste le cinquième exercice, mais cinquième exercice, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un certain nombre de questions, peut-être on va faire ça la prochaine fois, le cinquième exercice. C'est ça. Oui. Retourner N, non? Egan. On a retourné, on a fait retourner res E. Hein. Retourne l'enregistrement. Retourne cette fonction retourne un enregistrement. Oui, c'est res E. La variable s'appelle res E. Hein. On a fait retourner res E à la fin. Oui, allez-y. Hein. Monsieur, quand est-ce que vous allez mettre la correction sur votre site? Oui, donc on va faire l'exercice 5 mercredi, et mercredi, je vais mettre la correction. Hein. D'accord. Oui, donc on va faire l'exercice. Je préfère, il vous reste 8 minutes. Ça demande plus de temps, je pense, l'exercice 5. Donc je préfère ne pas le faire aujourd'hui. D'accord. Oui, on va faire l'exercice 5 et je vais mettre la solution le mercredi.
de cette série. Hein. L'exercice 6, je pense, on l'a fait comme application. Hein. Donc, il nous reste l'exercice numéro 5. On va faire ça mercredi. On va terminer cette série et je vais faire la solution mercredi. Je vais mettre la solution mercredi, donc vous pouvez la trouver. Bon, je ne sais pas encore l'interro, on va voir. Hein. Donc, ça sera bien sûr en présentiel. Vous serez informés. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va arrêter la séance. Et mercredi, est-ce que mercredi, vous êtes libre à 8 heures? Hein? Est-ce que vous avez quelque chose à 8 heures? Oui, probablement. Donc, on va faire la séance peut-être à 10 heures dans ce cas. 10 heures, 10 heures et demie. Hein, on va voir. Donc, on va essayer de faire... monsieur. Oui, vers 10 heures, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais arrêter la séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Monsieur, oui. Les chaînes de caractères sont entrées dans le programme. Par exemple, vous pouvez faire chaîne de caractères, par exemple, fonction, enregistrement. Comment ça? J'ai pas compris. Une chaîne de caractères fonction. On vient d'utiliser une chaîne de caractères ici. Oui. Oui, on a une chaîne de caractères qui est comme paramètre à une fonction. Oui. Par exemple, j'ai dit que vous pouvez faire entrer, par exemple, un terreau dans un examen, une chaîne de caractères, par exemple. Oui, bien sûr, on a vu les chaînes de caractères. Hein. On a vu les chaînes de caractères. Vous pouvez avoir dans un examen une chaîne de caractères, bien sûr. Hein. Bon, les chaînes de caractères, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fonction taille, il y a... bon, ici, il manque le E. Hein. Et... notre L ici. Chaîne de caractères, et c'est tout. Et sinon, la chaîne de caractères, on la traite, c'est comme un tableau de caractères. Hein. La seule différence, il y a la fonction taille qui nous dit combien la chaîne de caractères contient. Et on peut écrire directement sur écran une chaîne de caractères et on peut lire directement une chaîne de caractères. C'est ça la différence par rapport à un tableau. Mais sinon, les éléments, c'est des caractères, on la traite comme un tableau, comme ici. Hein. C'est MI de I, M de I, c'est caractère A, et M de I plus 1, caractère B. Mais sinon, c'est tout ce qu'il y a sur les chaînes de caractères. Hein. Vous avez la fonction taille, et on peut lire, bon, ici, on ne lit pas la chaîne de caractères parce que c'est un paramètre. Hein. Mais si vous écrivez l'algorithme, si on ajoutait l'algorithme, on va le faire hein, dans 2 minutes. Si, par exemple, supposons qu'on va faire ça dans un algorithme. Hein. Bon, c'est pas le cas ici. Donc, vous allez écrire, c'est pas demandé dans l'exercice, hein, mais si vous avez algorithme, par exemple, on veut savoir les occurrences, on va l'appeler occurrence de AB dans une chaîne. Donc, première des choses, le type, on écrit les variables aussi, ensuite on va déclarer les variables. Qu'est-ce qu'on va avoir comme variable? On va avoir une chaîne de caractères, supposons une chaîne maximale, 255, hein, et on va avoir une variable de type E, hein, donc je vais l'appeler, qu'est-ce que je vais l'appeler? Var E, je vais l'appeler var E, qui est de type E. Ensuite, on a notre fonction, on vient de l'écrire. Hein. Ensuite, début. Mais des choses, hein, on va demander à l'utilisateur de nous donner une chaîne de caractères. Écrire, donner une chaîne de caractères.